Ludovic Rioux, tu as commencé à travailler comme livreur à vélo pour Deliveroo à Lyon et tu t'es syndiqué à la CGT. Tu as commencé en 2018, je crois. Entre le printemps 2019 et l'automne 2020, tu as participé aux premières luttes des livreurs à vélo et à la création du syndicat CGT de la livraison à Lyon. Depuis 2021, tu as des responsabilités pour la Fédération CGT des transports et tu animes l'activité syndicale et les luttes dans, dans le secteur de la construction, entre autres chez Uber, chez Deliveroo, chez Stuart, mais aussi dans les entreprises qui ont leurs propres livreurs. Récemment, tu as été salarié d'une entreprise de cycle logistique qui s'appelle Urb Eat. Et avec tes collègues, vous avez mené une lutte contre la fermeture de l'entreprise, lutte qui a été jusqu'à la liquidation de l'entreprise en mars 2024. Donc voilà, Ludovic qui va nous parler des luttes dans le secteur de la livraison en France et nous dire dans quelle mesure il est possible ou pas d'intégrer la problématique de la protection contre le stress thermique, parce qu'à l'évidence, c'est une profession qui est très impactée. Voilà, merci Ludovic. Merci Manuela. Donc voilà, je reviendrai rapidement là-dessus. Déjà, je remercie la CGS pour l'invitation, d'autant plus que c'était une structure que je ne connaissais pas à titre personnel. Et voilà, je parlerai aujourd'hui au nom de la Fédération nationale des syndicats de transport CGT, en partant de effectivement ce qu'on connaît dans le secteur. Alors, je n'aurai pas de PowerPoint à vous présenter, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas par le biais de la CGS à demander mes coordonnées mail et puis je vous enverrai tous les éléments utiles ou nécessaires, etc. N'étant pas juriste, l'axe de mon intervention sera essentiellement sous l'angle de l'activité syndicale et de ce qu'on a essayé ou pas de porter dans le secteur, à savoir que ne serait-ce que la notion de stress thermique, alors j'ai compris immédiatement à quoi il était fait référence et je sais que l'OIT utilise ce vocabulaire, mais par exemple à la CGT, c'est pas celui qu'on utilise, parce qu'on ne distingue pas la question des températures de la question de la santé et de la sécurité au travail en général. Donc rien que ça, c'est intéressant, parce que d'avoir cette discussion et cet échange, on se rend compte qu'on ne conceptualise pas les revendications pareil en fonction du passif et de l'historique. Alors moi, j'interviendrai vraiment sur ce qu'on vit dans la livraison, mais forcément, compte tenu que le contexte français n'a pas à être connu de tous, bien heureusement, je donnerai des éléments d'explication un peu plus larges. Et vous m'excusez si à un moment j'utilise un peu de jargon sans m'en rendre compte. Dites-le moi dans les questions à la fin, parce que ça permettra peut-être d'expliciter. Rapidement, je reviendrai du coup sur la structure de mon intervention qui sera peu ou prou en 3 parties. Vous l'avez compris, Manuela l'a dit dans l'introduction, le secteur de la livraison en France est traversé par une problématique centrale qui est celle du statut des travailleurs, entre travailleurs salariés et travailleurs auto-entrepreneurs, avec beaucoup de guillemets, car en réalité subordonnés à des plateformes de livraison, ce qui est un enjeu syndical absolument large, qui traverse aussi le canton, ici où il y a eu des avancées à mettre en débat. Mais du coup, je n'interviendrai pas là-dessus sur le fond, parce que ce serait un autre sujet. Par contre, j'aborderai la distinction qu'il y a entre le traitement du sujet syndicalement dans des boîtes avec un minimum de droit syndical, où les livreurs sont salariés, et dans des boîtes sans droit syndical compte tenu du statut. Et ça en dira long aussi sur la question du nivellement par le bas des conditions sociales des travailleurs et sur comment, ça a été dit dans les précédentes interventions, les travailleurs les plus précaires et les moins protégés sont de fait en ligne de front sur la problématique de la santé et de la sécurité au travail et de l'augmentation des températures. Voilà. Alors, en France, le Code du travail, il précise que l'employeur prend les mesures, je cite, prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Voilà, c'est ce qu'il dit. Ça implique que la santé physique et mentale des travailleurs, c'est de la responsabilité de l'employeur et qu'il a même une responsabilité pénale lorsque cette santé, cette sécurité au travail n'est pas garantie. Ça, c'est sur le papier, parce qu'en réalité, effectivement, c'est beaucoup plus subtil. Et nous, la question de la protection des travailleurs, elle est traversée par on va dire un débat qui est juridique, mais qui est surtout politique, qui est de dire est-ce que la protection des travailleurs, c'est une obligation de moyens ou une obligation de résultat?
C'est-à-dire, est-ce qu'à partir du moment où le patron a fait tout ce qu'il pouvait pour éviter que quelqu'un se tue au travail, eh ben, est-ce qu'il est responsable du décès du travailleur ou pas? Évidemment que le patronat n'a pas intérêt à dire qu'il a une obligation de résultat, parce qu'il préfère se défausser de ses responsabilités en disant qu'il a fait tout ce qui était possible. Et voilà, je me permets de le dire qu'en règle générale, hein, sans aller sur la question des températures, la France, c'est quand même l'un des champions européens, pour ne pas dire le champion de la mort au travail, ce qui est absolument scandaleux. Le secteur de la livraison n'est même pas décompté parmi ces morts au travail, parce que les livreurs auto-entrepreneurs ne sont pas comptés comme des accidents du travail. Pour se voir reconnaître un accident du travail en France, il faut être salarié, ce qui est très particulier. Si on revient sur la question de la chaleur, et uniquement de la question de la chaleur, hein, je n'irai même pas sous l'angle environnemental en général, où on pourrait dire beaucoup de choses, par exemple sur la question des basses températures, de la pluie, voilà, en restant sur la thématique qu'on a aujourd'hui, je vais repartir de ce qui existe aujourd'hui dans les entreprises qui salarient les livreurs, qui se comptent sur les doigts de une main aujourd'hui, enfin même un doigt, compte tenu que la plupart ont fermé ou sont en train de fermer malgré les luttes menées par les salariés. Alors tu en as parlé, Manuel, là, dans la présentation. Là, j'ai été délégué syndical d'une entreprise qui s'appelle Just Eat, qui ne s'appelle peut-être pas Just Eat en Suisse parce qu'ils ont un nom différent dans tous les pays, mais bon, c'est les livreurs en orange. Donc voilà. Et du coup, j'ai été délégué syndical pendant un an et demi, un peu moins, quelque chose comme ça, où on a eu à l'été 2022 une problématique sur la canicule, quoi, qui était pire que celle de l'année d'avant et moins pire que celle de l'année d'après, comme je pense qu'il va falloir s'y habituer, où ça nous a posé syndicalement un certain nombre de questions sous l'angle de la protection des livreurs. Pour resituer un peu, la livraison pour Just Eat, bah voilà, c'était une plateforme qui met en relation les restaurants et les clients par le biais de livreurs salariés qui avaient été embauchés, dont moi-même en 2020-2021, et qui ont été licenciés ou sont en cours de licenciement aujourd'hui, compte tenu que le modèle économique est moins rentable que celui de l'auto-entrepreneuriat. Mais ça a été la première fois qu'on a pu expérimenter les outils légaux dont les syndicats et les représentants du personnel bénéficient difficilement en France. Aujourd'hui, alors il y a quelque chose qui a été dit par Sergio, et je vais y revenir. On peut prendre la question de la santé au travail, des températures élevées sous l'angle de l'instantané. C'est-à-dire, voilà, aujourd'hui ou sur telle période, les gens ils souffrent de bosser à plus de, je vais prendre un exemple concret, à plus de 38 degrés à Toulouse en juillet 2022. Mais la réalité, c'est que syndicalement, il faudrait qu'on arrive à le porter sur le long terme sous l'angle de la prévention. Parce que ce n'est pas seulement les moments de forte chaleur où on peut dire que voilà, on protège les gens et puis pour le reste, peu importe qu'ils se débrouillent. On a des vraies difficultés là-dessus. On a quand même des outils qui existent en France, essentiellement par le biais de la seule instance représentative du personnel qui existe aujourd'hui, qui est le comité social et économique, le CSE, qui a remplacé l'ensemble des instances qui existaient en France auparavant, avec un rôle amoindri sur certains points. Mais du coup, il y a des obligations de consultation et d'information des représentants du personnel. Et aussi une obligation pour les employeurs de fournir un certain nombre d'éléments, dont une base de données, qui était auparavant la base de données économique et sociale, et qui est maintenant la base de données économique, sociale et environnementale, qui devrait, en théorie, comprendre un certain nombre d'éléments sur tous les points factuels qui concernent les conditions de travail des salariés. Et par exemple, la question de la pollution de l'air ou des températures devrait en faire partie. Je dis devrait parce qu'en fait, toute mon intervention, vous allez le voir, elle est subordonnée à ce que tu as laissé entendre, Sergio, qu'on peut avoir les meilleures réglementations du monde qu'on veut. Si on n'a pas un rapport de force des organisations syndicales grâce au poids que les travailleurs ont dans l'entreprise pour le faire appliquer, bah, les employeurs, je ne crois pas que ce sont les meilleurs arguments du monde qui réussiront à les convaincre, malheureusement. Et ce sont toutes les limites de l'exercice, mais en même temps toutes les richesses de ce qu'on peut réussir à constituer. À savoir que l'époque dont je parle, c'était une époque où il y avait des luttes à Just Eat parce qu'on avait toute une problématique autour de l'emploi. Donc voilà, une implantation syndicale de la CGT, mais pas seulement, qui était assez forte. Indépendamment de la question des éléments factuels dont les représentants du personnel peuvent avoir l'information, concrètement, comment ça se passe quand on a une problématique de température? Je vais reprendre l'exemple que j'ai pris, canicule en juillet 2022 en France, une sécheresse pas possible et puis des températures qui vont au-dessus des 38 degrés en pleine journée. En France, il n'existe pas, contrairement aux pays qui ont été mentionnés dans l'intervention d'avant, il n'y a pas de température maximum sous laquelle on peut travailler. Ça n'existe pas dans le code du travail. Potentiellement, s'il fait 50 degrés, rien n'empêchera quelqu'un de bosser sous le soleil. On a des indicateurs que l'INRS, qui est du coup l'Institut national de la recherche scientifique, donne, qui sont juste des infos. C'est-à-dire que plus de 30 degrés, c'est dangereux pour les gens qui ont un travail sédentaire.
Plus de 28 degrés, c'est dangereux pour les gens qui ont un travail physique. C'est une pure information qui n'a aucune conséquence sur ce qui se passe dans les entreprises. Les conventions collectives de branche comprennent parfois des éléments plus ou moins protecteurs, mais généralement n'ont rien comme critère, taux au-dessus duquel le travail serait dangereux pour les salariés et ça viendrait impacter la responsabilité de l'employeur. Donc c'est vraiment le Far West, voilà, on peut le dire comme ça. On a des particularités selon les branches, dans la construction par exemple, mais c'est pas vraiment l'angle de la protection des travailleurs qui existe, c'est plus l'angle de l'indemnisation des employeurs et des travailleurs quand un chantier peut pas être fait. Et puis les températures très élevées en général, ça n'a jamais empêché les boîtes d'ouvrir leur chantier. Après, on a des droits individuels et collectifs que nous, on a pu utiliser dans la livraison. Essentiellement 2 droits qui sont propres au Code du travail en France, mais je pense qu'ils doivent avoir des déclinaisons dans d'autres pays, qui sont ce qu'on appelle le droit de retrait, premièrement, et dans un second temps, le droit d'alerte pour danger grave et imminent. Donc je vais réexpliquer ce que c'est. Alors déjà, le droit de retrait, qui s'applique pour tout un tas de situations. En fait, c'est un droit individuel qui appartient à n'importe quel salarié, qui est celui de dire qu'à partir du moment où il considère que sa santé mentale ou physique est en danger grave, c'est-à-dire avec potentiellement un accident du travail derrière, et imminent, c'est-à-dire tout de suite, pas la semaine prochaine, pas dans un an, eh bien un salarié peut dire à son employeur par écrit qu'il refuse de travailler tant que ce qu'il met en danger n'est pas réglé. Et l'employeur est censé maintenir son salaire. Ça, c'est encore la théorie, parce qu'en pratique, si un salarié exerce son droit de retrait, l'employeur a tout à fait le droit de dire non, je considère que c'est pas vrai, qu'on a créé les conditions de garantir ta santé et ta sécurité au travail, et si tu ne retournes pas au travail maintenant, eh bien, tu seras ou bien licencié ou bien pas rémunéré le temps où tu n'es pas là. Donc on voit que l'angle individuel est quand même très très problématique pour faire valoir ses droits. L'aspect, on va dire, qui est un peu contraignant pour l'employeur, c'est que le droit de retrait, à partir du moment où il est exercé, on suppose que le travailleur, s'il retourne au travail, eh bien, si sa santé physique ou mentale est attaquée, qu'il y a un accident du travail, la responsabilité pénale de l'employeur peut être en cause. Mais ça implique de mener des procédures longues, coûteuses en temps, en énergie, et qui très souvent sont hors du commun de... je sais pas, quand on bosse dans une boîte, on n'a pas forcément connaissance de l'ensemble du code du travail, des outils juridiques à disposition, quoi. Et donc, c'est toutes les limites du droit de retrait tel qu'il existe. Le droit d'alerte pour danger grave et imminent, c'est un droit collectif qui est une prérogative des représentants du personnel et qui est complémentaire avec l'exercice du droit de retrait. Et en juillet 2022, en l'occurrence, on en a utilisé un certain nombre à Just Eat, j'y reviendrai. Le droit d'alerte danger grave et imminent, c'est le moment où un représentant du personnel alerte l'employeur sur le fait que les conditions ne sont pas réunies pour que la santé des salariés puisse être protégée et couvre, entre guillemets, les salariés qui veulent exercer un droit de retrait, qui est toujours un acte individuel, parce que le droit d'alerte danger grave et imminent, il contraint l'employeur à répondre, alors que le droit de retrait, voilà, un salarié qui interpelle son patron, le patron a le droit de ne pas répondre, et donc à répondre sur cette question-là, et s'il y a un désaccord, à réunir les représentants du personnel. Et donc, vous l'avez compris, le principal moyen de pression qui existe, il est un peu juridique aussi, parce que pareil, la responsabilité pénale de l'employeur est contrainte. Mais comme il y a une dimension collective là-dessus, c'est pas seulement un salarié sur lequel on pourrait exercer des pressions, mais c'est l'ensemble des salariés concernés. Très concrètement, qu'est-ce que ça a été des dangers graves et imminents à Just Eat en 2022 ? Ça a été de dire à notre employeur que tous les salariés qui bossent tel jour sur telle zone, je vais reprendre l'exemple de Toulouse, eh bien, on fait des préconisations sans lesquelles on demande à ce qu'une réunion soit organisée rapidement et la responsabilité pénale de l'employeur peut être attaquée. Alors nos préconisations elles étaient assez simples, compte tenu des indicateurs de l'INRS que j'avais mentionnés, ce qui était 28 degrés pour les métiers physiques. Livreur, c'est un métier physique. À vélo, je pense que j'apprends rien à personne. Eh bien, on préconisait l'arrêt total de l'activité au-dessus de 36 degrés, des coupures toutes les 20 minutes, des véhicules électriques pour les livreurs n'en ayant pas, parce qu'il y avait toute une problématique autour du matériel, la réduction des distances, et je n'arrive pas à relire le dernier tiré parce que j'écris très mal, mais ça me reviendra. Mais voilà, vous saisissez un peu l'idée. Faut se dire que le contexte de la boîte, c'était un contexte où la majorité des livreurs de la majorité des villes, quand bien même salariés, ils n'avaient pas de locaux, ils n'avaient pas d'interlocuteurs en territoire. Et voilà, les mecs, ils bossaient, même s'ils étaient salariés, par le biais de leur téléphone, avec des chefs qui étaient à Paris, pardon. Et donc, du coup, c'était complètement impossible pour l'employeur de garantir vraiment que la santé des salariés était respectée, quoi. Et donc, on a essayé de peser un peu là-dessus.
c'est sur du temps court, hein, parce que la boîte, elle s'est montée en 2020 et ils nous ont licenciés en 2023, janvier. Donc voilà, c'est très très rapide. On n'a pas pu voir les fruits de tout ça. Mais on a pu obtenir, du coup, effectivement, la fermeture de certains services quand les conditions n'étaient pas réunies, et puis d'enclencher une discussion avec l'employeur à ce sujet. Après, c'est pas le rôle de la CGT seule et de l'instance représentative du personnel qui a permis ça. C'est bien parce que les salariés ont exercé leur droit de retrait massivement pour certains et qui avaient derrière un contexte conflictuel dans l'entreprise sur des enjeux d'emploi qui ont poussé la boîte à agir parce qu'elle ne pouvait pas se mettre tout le monde à dos, quoi, évidemment. Mais on voit bien la dialectique qui est un peu compliquée entre le droit existant et notre capacité à le faire appliquer ou non. Et puis ça pose aussi d'autres questions derrière, qui sont ceux de politiquement comment on le porte. C'est-à-dire que nous, en interne, la CGT, on a eu un débat qui est de dire, voilà, l'arrêt de l'activité au-dessus de 36 degrés. C'est un peu arbitraire, hein, 36 degrés, on aurait pu mettre moins, on aurait pu mettre plus. Compte tenu que notre activité, elle dépend du fait qu'on puisse travailler et que les gens commandent des repas, sinon il n'y a pas d'argent qui rentre. Bah, à quel niveau il faut mettre le critère de dire, là, les gens peuvent travailler dans des conditions difficiles, mais on crée les conditions de compenser ces conditions difficiles avec des temps de pause augmentés, du matériel adapté, de l'eau, etc. Et dans quelles conditions c'est vraiment trop dangereux. Et ça, c'est un vrai enjeu politique pour les syndicats dans l'entreprise, hein. Sur d'autres sujets, hein, c'est le même débat quand on a des boîtes qui fabriquent des produits chimiques tout à fait terribles, mais où en même temps l'emploi est en jeu, quoi. Et c'est un débat qui est proprement syndical, que nous, on n'a pas eu poussé sur le temps long, mais je vous en fais part parce que je pense qu'il faut aussi s'en emparer, quoi. On n'est pas que derrière une problématique juridique. Je vais reprendre l'exemple de ce qui a été dit tout à l'heure sur le fait de bosser de nuit dans la construction pour pas bosser par 38 degrés. Alors pourquoi pas, mais en même temps, si on perd 5 ans d'espérance de vie parce que on a des coupures pas possibles 3 mois dans l'année, est-ce que c'est vraiment plus avantageux pour les travailleurs? Et c'est des problématiques qui doivent se poser. Donc voilà un peu pour le tableau que j'ai brossé dans les entreprises qui salarient et qui sont seulement les entreprises de plus de 10 salariés. Parce que les entreprises de moins de 10 salariés n'ont pas de représentant du personnel et ces droits collectifs ils n'existent pas. On peut exercer son droit de retrait, mais on n'aura aucun délégué syndical pour venir prendre un peu la défense du salarié quand l'employeur lui dira bah, tu sais quoi, je vais juste pas te payer tant que tu reviens pas. Chez les auto-entrepreneurs, qu'est-ce qui existe? Rien du tout. Aucun droit collectif sur la question de la santé et de la sécurité au travail. C'est-à-dire qu'on a un législateur en France qui a peu ou prou 80 000 livreurs qui bossent un peu partout sur le territoire, payés à la tâche, dont un certain nombre de travailleurs sans papier qui, de fait, n'ont même pas de couverture sociale, et qu'on considère que c'est normal de laisser les gens travailler alors qu'on ne sait pas ce qui peut se passer. Qu'on a des décès qui ne sont même pas recensés, des accidents du travail qui ne sont pas recensés, et aucune prise en compte de la santé au travail. Je dis ça non pas sous un angle pathétique, les pauvres livreurs, ça va plus loin que ça. C'est sous un angle politique de dire qu'aujourd'hui, on a un pouvoir en France qui soutient, mais vous le savez tous, certains ont peut-être suivi les débats européens les plus récents sur la directive européenne pour l'amélioration des travailleurs de plateforme, un pouvoir politique qui soutient à 100% les capitalistes des plateformes, mais pas que, dans leur volonté d'abattre et de casser tous les droits sociaux qui nous existent. Donc du coup, on n'a pas de définition des préconisations que les plateformes devraient avoir en termes de santé et de sécurité au travail. On n'a pas de recensement qui est fait des situations, on n'a pas d'analyse qualitative ou quantitative à ce sujet. Et en réalité, on est dans l'incapacité de tirer des tendances un peu globales, quand bien même on sait que les gens, car payés à la tâche, ils ne peuvent pas s'arrêter de travailler. Et même syndicalement, on a par exemple le syndicat de Toulouse, je parle beaucoup de Toulouse alors que je suis de Lyon, mais ce n'est pas bien grave. Le syndicat de Toulouse avait porté l'arrêt de l'activité en 2023, je crois en août dernier, ils avaient communiqué à ce sujet auprès des plateformes. Et c'est un autre débat syndical qu'on a eu, que moi j'ai eu depuis la fédération avec le syndicat, de leur dire c'est juste ce que vous demandez. Mais si on demande aux plateformes d'arrêter le service et que des gens qui sont payés à la tâche peuvent plus travailler, peuvent plus faire rentrer d'argent, est-ce qu'on considère que ça répond aux besoins sociaux des travailleurs? Et évidemment que non, parce qu'on se retrouve dans une situation de lockout où si on ne crée pas les conditions que les gens bénéficient d'un revenu de remplacement, qui à mon avis doit être socialisé, mais doit aussi provenir des poches du patronat, compte tenu que c'est lui qui crée les conditions du travail, ça ne répond pas forcément aux enjeux non plus. Et du coup, ce qu'on voit bien, c'est que les problématiques qui existent chez les auto-entrepreneurs, elles sont intimement liées, c'est-à-dire l'absence de droit, hein, elles sont intimement liées à ce qu'on a chez les livreurs salariés. Le fait d'avoir eu des dizaines de milliers de livreurs qui n'ont absolument aucun droit, quoi qu'il en soit, sur la question de la santé au travail, dont la problématique du stress thermique, mais pas que, c'est aussi ce qui permet à des boîtes qui salarient leurs livreurs comme Just Eat de dire on vous salarie, on vous paye à la tâche, soyez bien contents parce qu'on pourrait vous payer, on vous salarie, on vous paye à l'heure, soyez bien contents parce qu'on pourrait vous payer à la tâche. Donc vous plaignez pas trop. Et c'est pas grave si vous n'avez pas de matériel à disposition, c'est pas grave si vous n'avez pas de locaux. Il y en a qui sont dans une situation encore pire.
Ça, c'est le discours de la boîte. C'est le discours, et ça a été le discours de l'ensemble des entreprises du secteur vis-à-vis de la clientèle. C'était un argument marketing de salariés et livreurs tout à fait incroyable. Mais ça a été aussi le discours des employeurs quand ils ont mis la clé sous la porte en prétextant que en fait, c'est la responsabilité d'Uber, de Deliveroo, de Steward, comme si ce n'étaient pas les mêmes actionnaires derrière qui avaient des parts de marché dans chacune de ces boîtes, quoi. Mais pire encore, et ça m'ennuie de le dire parce que j'ai pas du tout envie d'accuser l'inspection du travail qui, au contraire, devrait avoir des pouvoirs renforcés, mais on a eu des inspecteurs du travail qui, en difficulté, parce qu'avec une perte de moyens importante, et lorsqu'ils sont venus visiter l'entreprise, ont pu dire la même chose que la boîte. Ok, c'est pas idéal, mais en même temps, c'est mieux que la majorité du secteur. Donc, je vais pas sanctionner la boîte pour ça. Donc voilà la logique qui est derrière, quoi, et qui pose des problématiques vraiment collectives, non pas seulement de respect du droit, mais de capacité à le faire respecter et à créer aussi de nouveaux droits. Parce que, comme j'ai dit, en France, on n'a pas de température maximale sous laquelle on peut travailler. Et est-ce que c'est bien sérieux quand on a autant de secteurs à risque? Absolument pas. Et ça pose des questions aussi autour de l'obtention de nouveaux droits. Donc voilà, un peu pour l'intervention globale. En conclusion, là j'ai été vraiment centré sur le secteur. J'ai expliqué qu'il y a des outils qui existent et dont on peut se saisir, mais dont il est parfois compliqué de se saisir. La question de la santé au travail plus généralement, en France, la CGT, je sors de mon giron du transport et de la livraison, elle prend une problématique centrale dans les dernières années parce qu'on observe très globalement, mais comme partout, une dégradation des conditions de travail qui a des conséquences physiques, y compris sur l'espérance de vie, dont on suppose qu'elle va, et dont elle a commencé à décroître chez les travailleurs en particulier. Cette problématique, on la prend à bras-le-corps, y compris sous l'angle de mobilisation, comme par exemple à l'occasion du 28 avril, alors qu'il est la journée internationale pour la santé au travail, qui est peut-être un petit hasard du calendrier par rapport à la journée qu'on tient aujourd'hui, mais pas que. Et du coup, en France, pour le 25 avril, non pas pour la révolution des œillets, mais parce que comme le 28 tombait un dimanche, c'était plus compliqué d'organiser quelque chose dans les entreprises, il a été décidé par la direction confédérale de la CGT d'en faire une journée d'action sous l'angle de la santé au travail et contre la mort au travail. Et on a plus de 13 départements hier qui ont organisé des initiatives diverses et variées, dans la construction par exemple, mais aussi dans le spectacle, parce qu'on a une très faible couverture des artistes, quels qu'ils soient en général. Et voilà, plus de 13 départements avec des initiatives. Des initiatives qui doivent se faire le relais de ce qui est possible de faire dans l'entreprise, sous l'angle du stress thermique, mais pas que. Et on voit bien que la question du réchauffement climatique, elle pose très directement la problématique des conditions sociales d'exercice du travail, de comment on bosse, et qu'on sort de cette vision un peu abstraite que nos organisations syndicales en général ont eu du mal à connecter au concret de ce que les travailleurs vivent. Et ça, c'est un travail de chaque instant, y compris avec nos syndicats CGT en France. Et je crois qu'on relève un peu la pente des difficultés, et on va être obligé de le faire parce que de toute manière, plus personne ne peut nier ce qui est en train de se passer. Voilà, je vous remercie pour votre écoute.